En juillet, un convoi d'engins de chantier a traversé la frontière égyptienne avec Gaza. Excavatrices, tuyaux, pompes, tout le nécessaire pour creuser dans le désert et acheminer de l'eau. Rien n'a été annoncé publiquement, mais les travaux se poursuivaient jour et nuit. L'Égypte avait commencé à creuser à travers le Sinaï pour amener l'eau directement à la frontière israélienne. Mais plus l'Égypte creusait, plus nombreuses étaient les questions. De l'eau coulait profondément sous terre. Les habitants disaient entendre un grondement sourd, comme si quelque chose bougeait sous le sable. Personne ne savait ce que l'Égypte espérait découvrir dans le désert, ni, ce qui est plus préoccupant, comment Israël allait réagir. Livraison urgente. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Tout ça se passait dans la bande de Gaza, là où le moindre mètre carré est sous contrôle militaire. À ce moment, des dizaines d'excavatrices y travaillaient et personne ne savait qui avait donné l'ordre de creuser. Officiellement, c'était une mission humanitaire, mais il y avait trop d'engins, trop près de la frontière. C'était plus de la construction, mais une sorte d'opération. Sous le soleil brûlant, les travaux ne s'arrêtaient jamais. Les excavatrices arrachaient couche après couche, comme si quelque chose d'important était caché sous le sable. Quand les travaux ont été terminés, la frontière s'était transformée en tranchée, un fossé de dizaines de mètres de large. Sur les images satellites, quelque chose de nouveau est apparu, une bande longeant la frontière. L'Égypte a alors fait une annonce, l'eau était prête à couler. En août 2025, l'Égypte a ouvert les vannes. De l'eau de mer dessalée provenant des usines de Rafah a commencé à couler vers Gaza. Ce projet appelé Preux Chevalier 3 a été présenté comme un effort humanitaire, mais il ressemblait à une opération secrète. Convoi gardé, inspection de chaque segment, silence total dans la presse. Les tuyaux ne sont pas reliés au réseau israélien, mais fonctionnent en autonomie, comme s'ils n'étaient pas faits pour acheminer de l'aide, mais pour une autre raison. Alors de quoi s'agit-il ? Essayons de comprendre comment ça fonctionne. Le pipeline mesure 7,5 km et 7500 mètres cubes d'eau peuvent y être pompés chaque jour. Il est aussi connecté au réservoir d'Al-Bourak à Khan Younes qui contient 5000 mètres cubes. Les tuyaux partent de la frontière égyptienne le long de la route côtière de Gaza et se terminent tout près de Khan Younes. Grâce à ça, l'usine de dessalement de Rafah, qui a ouvert en février, a vu sa capacité atteindre 10 000 mètres cubes par jour. Avant, c'était bien différent. L'essentiel de l'eau venait de la compagnie israélienne Mekorot et le reste était tiré de puits. Désormais, le nouveau projet permet de fournir 15 litres d'eau potable par jour à 600 000 Palestiniens. Comprenez-moi bien, 15 litres, c'est très peu, le strict minimum pour survivre en cas d'urgence. En ce moment, les habitants de Gaza reçoivent entre 3 et 5 litres d'eau par jour. Gaza est pourtant l'un des endroits les plus densément peuplés de la Terre. Il y a plus de 5500 habitants par kilomètre carré entassés sur cette étroite bande de terre. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, l'ONU estime que la population a diminué d'environ 160 000 personnes, soit 6%. Certains ont été tués, d'autres ont fui, d'autres encore ont été déplacés. L'ampleur des destructions est colossale. Maisons, routes, commerces, des quartiers entiers ont été rasés. Mais derrière tout ça se cache une autre catastrophe, plus ancienne et moins visible. L'eau disparaît de Gaza. Elle n'est pas seulement sale, elle a presque disparu. Évidemment, toute crise humanitaire entraîne une pénurie de nourriture et des perturbations de l'accès aux soins. Mais à Gaza, même l'eau sale se fait rare et l'eau potable est un fantasme. La seule source naturelle d'eau douce, c'est l'aquifère côtier, une vaste nappe souterraine située sous le sol sablonneux. 98% de l'eau de Gaza en provient. Les 2% restants sont achetés à la compagnie d'État israélienne Mekorot que j'ai déjà mentionnée. Le problème, c'est que cet aquifère ne peut pas suffire à alimenter autant de monde. On pompe l'eau 3 fois plus vite qu'elle ne se renouvelle. Plus précisément, il peut fournir entre 55 et 57 millions de mètres cubes par an, mais on en extrait de 170 à 200 millions de mètres cubes.
Résultat, 97% de l'eau est impropre à la consommation. Depuis octobre 2023, quand Israël a lancé sa campagne militaire, 80% des infrastructures hydrauliques de Gaza ont été détruites. 2 ans de guerre ont transformé une grave pénurie d'eau potable en une véritable catastrophe. Les importations de carburant et d'électricité sont restreintes et sans elles, les usines de dessalement ne peuvent pas fonctionner. Tuyaux endommagés et conduites principales rompues empêchent toute livraison du peu d'eau qui reste. Les nappes souterraines sont polluées par les eaux usées et les débris de construction. Selon les ONG et les services publics locaux, la plupart des puits ont été détruits ou sont inaccessibles. En effet, 60 puits ont été démolis, les installations de dessalement ont fermé et les conduites principales sont endommagées. La contamination n'a fait qu'aggraver la crise. Il ne reste presque plus d'eau potable. Aujourd'hui, près de 2 millions de personnes vivent dans des tentes et des camps temporaires, sans égouts ni moyen de se laver. Les gens disent marcher des kilomètres chaque jour pour avoir un peu d'eau, de quoi boire ou se laver les mains. Au fait, l'Égypte n'a pas elle-même des problèmes de pénurie d'eau? Si, et des problèmes sérieux. Le pays consomme plus d'eau que la nature peut en fournir. Presque toute l'eau douce d'Égypte vient du Nil. Mais la population croît, le climat se réchauffe et la consommation augmente, et pas seulement en Égypte, mais dans les autres pays qui bordent le fleuve. Le déficit en eau ne fera qu'empirer. Si rien n'est fait, la pression sur l'économie va augmenter et le pays pourrait à nouveau se retrouver à l'aube d'un conflit. L'Égypte d'ailleurs le dit depuis longtemps, le grand barrage éthiopien de la Renaissance, situé sur le Nil bleu, menace son existence même. Après tout, comme je l'ai déjà dit, le Nil fournit à l'Égypte 97% de son eau douce. L'Égypte a donc fait pression, menacé et lancé des campagnes internationales, tout ça pour arrêter la construction. Les autorités estiment qu'une simple réduction de 5% du débit du fleuve serait désastreuse. Les officiels égyptiens appellent le barrage une menace existentielle. Le président Al-Sisi a même laissé entendre que le pays était prêt à entrer en guerre si son accès au Nil était menacé. Les autorités évoquent de vieux traités de l'époque coloniale, le traité anglo-égyptien de 1929 et l'accord Égypte-Soudan de 1959. Selon eux, l'Égypte dispose de droits historiques sur l'eau du Nil. Mais ces accords ont été signés sans la participation de l'Éthiopie, pays où, détail crucial, le Nil bleu prend sa source. Par conséquent, la situation est très tendue. Tout ça semble contradictoire. Si l'Égypte souffre de pénurie d'eau, comment pourrait-elle partager une partie de son eau avec une autre région du monde? La réponse est simple, elle ne le fait pas. C'est pas l'Égypte qui finance la pose des tuyaux et qui procure l'eau. Le système fonctionne bien différemment. L'eau destinée à Gaza provient d'une usine de dessalement construite par les Émirats arabes unis. Elle se trouve sur la côte méditerranéenne, à quelques minutes de Rafah en Égypte et à 10 minutes de la route de Gaza. L'usine, évidemment, pompe l'eau directement dans la mer, la filtre, retire le sel et les impuretés, puis l'envoie à travers des tuyaux souterrains. L'Égypte ne perd rien dans l'affaire, son eau douce n'est pas affectée. Et comme on le sait, l'eau de mer ne manque pas. Cependant, les Émirats ne construisent pas une simple canalisation, ils mènent une opération d'approvisionnement en eau à grande échelle. Le projet s'inscrit dans les efforts continus entrepris par le pays et la bande de Gaza. L'opération Preux-Chevalier 3 a commencé par la réparation et le redémarrage des vieux réseaux d'eau endommagés dans le nord de Gaza. L'objectif était simple, faire revenir l'eau. Les Émirats ont donc réparé les tuyaux, les puits et les pompes pour restaurer partiellement l'approvisionnement. L'idée était de fournir de l'eau aux zones densément peuplées, de réduire la pollution et de créer des conditions de vie plus sûres. Les Émirats financent la réparation des conduites d'eau et l'entretien du réseau dans tout le nord de Gaza. Ça devrait faciliter l'accès à l'eau et rendre la vie un peu meilleure pour les habitants. Les Émirats avaient déjà fourni de l'aide dans la partie sud. À Khan Younes, ils ont réparé des puits et des réservoirs pour soulager la pression sur les services locaux après les destructions.
Ils ont aussi construit 6 usines de dessalement à Rafah en Égypte, produisant 4500 m3 d'eau par jour et approvisionnant plus de 600 000 résidents de Gaza. À ce jour, près de 500 000 m3 d'eau ont déjà été livrés. De plus, les Émirats distribuent de l'aide humanitaire et de l'eau aux familles forcées de vivre dans les camps. Chaque jour, des camions-citernes approvisionnent des milliers de personnes, celles dont la situation est la plus grave et qui peinent à survivre. Les Émirats ne font pas que ça, ils réparent et forent de nouveaux puits, dont des puits artésiens pour fournir à Gaza des sources d'eau supplémentaires. En mai 2025, ils ont lancé la 4e étape de leur programme d'approvisionnement en eau. Elle consistait en la réparation de 28 puits non opérationnels dans différentes parties de la bande de Gaza. Selon les estimations, ça devrait aider près de 700 000 personnes. En septembre 2025, un convoi d'aide humanitaire a atteint Gaza, 22 camions-citernes et 5 ambulances. Au fait, des camions-citernes livraient déjà de l'eau avant, mais les livraisons sont devenues plus fréquentes. Et c'est pas qu'un problème d'eau. Les Émirats, par exemple, ont ouvert 12 entrepôts dans la ville égyptienne d'El Arish pour stocker des biens courants, couches, couvertures, conserves, farine, riz, médicaments. En gros, ce dont les gens ont le plus besoin. En octobre, des milliers de bénévoles se sont rassemblés pour emballer de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens dans le cadre de la campagne Compassion pour Gaza. À la mi-juin 2024, le montant total de l'aide atteignait 33 000 tonnes. Elle a été livrée par 320 avions, 7 navires et plus de 1200 camions. Imaginez maintenant que les Émirats décident non pas de donner l'eau, mais de la vendre, de renoncer à leur mission humanitaire pour en faire un projet commercial. Dans ce cas, l'affaire pourrait fonctionner de différentes manières. Première option, les gens payent l'eau directement, achetant le droit de remplir un bidon. Deuxième option, le gouvernement paie puis gère la distribution, sur la base de taxes, subventions ou autres. On sait déjà comment un tel système peut fonctionner grâce au pipeline Turquie-Chypre du Nord. À vrai dire, c'est une chose unique. Il permet d'acheminer de l'eau douce du sud de la Turquie vers l'île et a constitué une bouée de sauvetage pour la région. Il a été construit dans le cadre d'un projet d'approvisionnement à grande échelle et achevé en septembre 2014. C'est le plus long pipeline sous-marin au monde. Si vous l'ignorez, Chypre est une île située dans l'est de la Méditerranée, pas loin de la côte turque. L'eau y a toujours été un problème. La sécheresse frappe année après année, ne touchant pas que les champs, mais aussi les habitants. Au cours des dernières dizaines d'années, les précipitations ont nettement diminué. En 70 ans, les précipitations annuelles ont chuté de 64 mm. Les eaux souterraines reculent de plus en plus profondément, rendant leur extraction plus difficile. C'est comme ça que le projet est né, conçu pour approvisionner la Chypre du Nord en eau pour 50 ans depuis la Turquie. Chaque année, 75 millions de mètres cubes empruntent ces tuyaux. La moitié du volume est de l'eau potable et le reste sert à l'irrigation des terres agricoles. Le pipeline est fait de plastique, il plonge à la profondeur de 250 mètres et mesure 80 km. Son diamètre est d'environ 1,50 m et le système, en comptant les installations de traitement et les stations de pompage, a coûté 380 millions d'euros. Ce canal sous-marin pompe des dizaines de millions de mètres cubes d'eau chaque année, transformant cette île sèche en un endroit où les récoltes peuvent à nouveau pousser. Et le coût ? Quand l'eau a commencé à couler de la Turquie vers la Chypre du Nord en 2015, elle était vendue 2,3 livres turcs par mètre cube, soit 73 cents. Les municipalités revendaient ensuite cette eau aux résidents à un prix plus élevé, en moyenne 4,5 livres, soit 1,40 € par mètre cube. En 2022, les prix avaient augmenté. Selon la ville, la tonne d'eau coûtait entre 6,5 et 15 livres, de 31 à 71 cents. Dans l'ensemble, les deux parties étaient satisfaites. La Turquie gagnait de l'argent, tandis que la Chypre du Nord ne perdait rien puisqu'elle revendait l'eau avec une marge. De plus, les grands projets comme celui-ci stimulent l'économie. Ils créent des emplois et relancent les industries connexes, de la construction à l'entretien. Et, plus important encore, l'utilisation de l'eau en est améliorée, ce qui profite à tout le monde. Le deuxième exemple est le pipeline de Xinjiang-Kinmen.
Il fournit de l'eau potable au comté de Kinmen, une île appartenant à Taïwan, en provenance de la ville de Xinjiang, en Chine. Kinmen est une petite île, et comme la Chypre du Nord, elle a toujours eu des problèmes d'eau. En gros, il n'y en avait pas assez. En 2013, les autorités pompaient plus de 8000 tonnes d'eau souterraine par jour, mais ça ne suffisait pas, surtout pendant la saison sèche. Les autorités ont envisagé de construire une usine de dessalement, mais le coût était prohibitif. Alors, elles ont décidé d'acheter de l'eau à la Chine, c'était plus simple et moins cher. L'eau en question provient du lac Longgu. Elle est pompée jusqu'à la ville côtière de Bingju et de là, elle passe par un pipeline sous-marin de 17 km de long. Quand le tuyau atteint l'île de Kinmen, il court encore 300 mètres à l'intérieur des terres jusqu'à une usine de traitement et de là, l'eau est envoyée vers le réservoir de Tianpu. La capacité maximale du système est de 55 000 tonnes d'eau par jour. En ce moment, l'île reçoit 34 000 tonnes par jour et le prix du mètre cube est de 9,86 nouveaux dollars taïwanais, environ 27 cents. Bref, il existe des projets de ce genre partout dans le monde. Les cas de la Chypre du Nord et de Kinmen ne sont que deux exemples parmi d'autres de pays signant des accords pour fournir de l'eau. En général, ça profite aux deux parties. Sinon, personne ne signerait. Mais à Gaza, c'est une autre histoire. Une telle approche ne fonctionnerait pas, car les autorités n'ont pas les moyens et leurs priorités sont ailleurs en ce moment. C'est pourquoi les Émirats ont construit le pipeline sans songer au profit, mais dans le cadre de l'aide humanitaire. Ils connaissent la situation des habitants. De plus, construire un système d'approvisionnement puis essayer de vendre l'eau aurait l'air sacrément cupide. Le monde entier critiquerait les Émirats. La suite de l'opération reste à voir. Peut-être que, quand la guerre finira et que la vie reviendra à la normale, le projet prendra une tournure commerciale. On verra. Mais pour l'instant, découvrons comment l'eau atteint Gaza. Avant que l'eau ne pénètre dans le pipeline, elle est dessalée. Traduction, on retire le sel de l'eau de mer. Mais une question se pose, où va tout ce sel ? Et quelles sont les conséquences s'il y en a trop ? À l'usine qui fournit Gaza en eau, on utilise un principe bien connu. Une technologie appelée osmose inverse. Pour faire simple, c'est un système de filtre qui laisse passer l'eau de mer tout en piégeant le sel et autres impuretés. On obtient ainsi de l'eau douce, tandis que le sel forme une solution épaisse, la saumure. Mais on ne peut pas se contenter de jeter la saumure. Hors de tout contrôle, elle nuirait aux écosystèmes marins, rendant l'eau trop salée pour les plantes et les animaux. C'est pour ça que les usines côtières, comme celle de Rafah, adoptent une autre approche. Elles diluent la saumure dans de l'eau de mer ordinaire pour faire baisser sa concentration avant de la rejeter dans la mer. Cette méthode est relativement sûre. Les usines se trouvent au bord de la mer, donc il est inutile de transporter les déchets, et l'écosystème retrouve progressivement son équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les risques, on a longtemps ignoré quelle quantité de saumure produisait l'humanité. Des études récentes ont permis de découvrir que cette quantité était 50% plus élevée que ce qu'on pensait. Imaginez de quoi recouvrir la Floride d'une couche de boue salée de 30 cm d'épaisseur. Et tout ça, chaque année. Il y a 16 000 usines de dessalement dans le monde. Ensemble, elles produisent 35 000 milliards de litres d'eau douce par an au prix d'énormes quantités de saumure qui doivent bien finir quelque part. La plupart de l'eau est produite dans les pays arabes et 55% de la saumure mondiale provient d'Arabie Saoudite, des Émirats et du Qatar. L'usine qui approvisionne Gaza fait partie de ce total évidemment. En général, ces régions vivent du dessalement et la saumure fait partie du quotidien. Mais pour la nature, bien sûr, c'est pas une bonne chose. Les chercheurs notent que de tels rejets peuvent augmenter la salinité des mers voisines, la mer Rouge, la Méditerranée et le golfe Persique. Animaux et plantes peuvent supporter de petites fluctuations, mais si la salinité continue d'augmenter, la nature en souffrira. La Méditerranée est un système complexe. Elle possède un bilan hydrique négatif. Il y a plus d'eau qui s'évapore que d'eau qui y entre. Résultat, la salinité augmente naturellement, surtout en été quand il fait chaud et qu'il ne pleut pas. Selon les régions de la mer, ça varie. Certaines zones sont plus douces, d'autres plus salées en fonction de la profondeur, des courants et des apports d'eau, provenant par exemple de l'Atlantique ou de la mer Noire. Bref,
Il y a plein de facteurs. Le problème, c'est que si une usine de dessalement fonctionne à proximité, comme celle qui approvisionne Gaza, la salinité augmente encore plus. La saumure est plus dense que l'eau de mer ordinaire. Quand il y en a trop, elle coule et forme une couche dense sur le fond marin, ce qui nuit à tous les êtres vivants qui habitent le fond, algues, coraux et petits organismes. Or, ces usines sont nombreuses autour de la Méditerranée. La Grèce en compte 147, l'Égypte 81 et la Turquie et l'Espagne en ont 44 chacune. La France, Malte et Israël en possèdent aussi. On ignore le nombre total, mais il y en a des centaines. La question est de savoir si tout ça est bien sûr pour la mer. Et si quelque chose arrivait au pipeline ? Car le risque est bien réel. L'armée israélienne frappe régulièrement la bande de Gaza. Pendant la guerre, toutes sortes de cibles ont été touchées. Hôpitaux, mosquées, églises, écoles, bâtiments résidentiels. Nombre d'infrastructures sont en ruine. En octobre 2024, Israël a déclaré avoir frappé environ 40 000 cibles à Gaza. Et selon les experts, en avril 2024, plus de 70 000 tonnes de bombes avaient été larguées sur le territoire. C'est plus que ce qui avait été largué sur Dresde, Hambourg et Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ces conditions, même un pipeline souterrain n'est pas à l'abri. Certes, il est enterré, mais pas profondément. Qu'un obus tombe à proximité et il pourrait être endommagé, voire coupé. L'histoire, en fait, a connu de tels exemples, dont certains très récents. En avril 2025, Karachi, une énorme métropole au Pakistan, a connu une catastrophe. Le pipeline principal de la compagnie des eaux de Karachi a éclaté. Un énorme tuyau de plus de 2 mètres de diamètre, presque la taille d'une rame de métro. La rupture s'est produite près des résidences étudiantes de l'université de Karachi. En quelques minutes, un torrent a jailli, inondant rues, maisons et parkings dans un rayon d'1 kilomètre. L'eau a déferlé, emportant les meubles, brisant les portes et soulevant les voitures. Les témoins évoquent une inondation violente et soudaine, venue de sous la terre. La compagnie des eaux n'a pas pu intervenir tout de suite, ce qui a rendu les gens furieux. Il a fallu longtemps pour fermer la valve principale. L'eau a continué à couler pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, elle a causé de gros dégâts et partiellement paralysé l'approvisionnement en eau de la ville. Quand les réparations ont enfin commencé, plusieurs quartiers se sont retrouvés sans eau. Les autorités ont exhorté les résidents à faire des réserves, avertissant que la ville risquait de faire face à l'une des pires pénuries depuis des années. Comparons ça à la situation à Gaza. Certes, le pipeline de Gaza est plus petit et il libérerait moins d'eau s'il éclatait. Mais tout dépend du temps que prendraient les réparations. Plus longtemps l'eau jaillirait, plus la zone serait inondée. Et à en juger par les images, le tuyau n'a pas été posé dans un désert, mais près de routes et de camps temporaires. S'il éclatait, l'eau se déverserait directement dans les rues, inondant tentes et voitures. Il y a un autre exemple venu cette fois de Grèce. En 2024, les résidents de l'île grecque d'Égine se sont retrouvés sans eau potable pendant plusieurs jours. L'eau a tout simplement cessé de couler des robinets. Plus tard, les autorités d'Athènes ont dit que la cause était sérieuse. Le pipeline sous-marin qui transportait l'eau depuis le continent avait été mis hors service. On soupçonnait même un acte volontaire. Certains ont évoqué un acte de sabotage via l'utilisation d'explosifs pour bloquer le flux à l'intérieur du tuyau de 12 km de long. Des plongeurs de la garde côtière ont pu constater les dégâts. Les réparations devaient prendre des semaines. À l'époque, certains pensaient que tout ça était lié à la compétition entre les entreprises privées qui se battaient pour les contrats d'approvisionnement en eau des îles voisines d'Athènes. En effet, Égine est une destination de vacances populaire située à seulement 25 km du Pirée. 13 000 personnes y vivent et sans eau, la vie s'est rapidement arrêtée. Plus tard, on a découvert qu'il ne s'agissait pas de sabotage. Le tuyau s'était tout simplement fissuré car, ça arrive. La rupture s'est produite au niveau d'un joint entre deux sections de 400 mètres de long chacune, à une profondeur de 50 mètres et à seulement 800 mètres du rivage. Sur le tuyau, aucun signe d'impact ou de trou, donc pas d'explosion. Pour survivre, l'île a dû recourir au pompage de l'eau des puits.
Mais de telles histoires montrent à quel point ces systèmes sont vulnérables. Quand un lieu ne possède qu'une source d'eau, toute sa vie en dépend. Parfois, tout repose sur un seul tuyau. Si quelque chose lui arrive, ça cause une crise, notamment sanitaire, à cause des problèmes d'hygiène, du risque accru de maladie. Bref, les choses tournent mal. Heureusement pour Gaza, ce nouveau pipeline n'est pas la seule source d'eau, mais si quelque chose de similaire devait arriver, les gens se retrouveraient néanmoins dans une situation difficile. Outre le problème le plus évident du manque d'eau, il y aurait d'autres conséquences, comme l'érosion et les effondrements. Quand de l'eau arrive à la surface, elle lessive le sol autour d'elle. La densité du sol baisse, des cavités se forment et avec le temps, le sol s'enfonce sans prévenir. Des trous se forment qui peuvent tout avaler, routes, voitures, tentes et humains. Les conduites d'eau sont sous pression constante, le sol pèse dessus d'en haut, les routes passent à proximité, des véhicules lourds roulent dessus. Tout ça peut causer l'apparition de fissures. Et si on ne les remarque pas à temps, le tuyau éclate. Mais dans le cas de Gaza, c'est particulièrement inquiétant. Tous ces gens qu'on voit dans les vidéos près de la route et du chantier, ils vivent pour ainsi dire au-dessus du pipeline. Même en cas de réparation rapide, l'eau aura le temps de saper le sol. La suite est connue, une voiture tombe, des gens sont blessés, alors que là-bas, les soins médicaux sont un luxe. Il y a une autre conséquence possible, des dommages causés aux aquifères, ces nappes qui contiennent les eaux souterraines. Récemment, une telle chose s'est passée aux États-Unis. Pendant la construction d'un pipeline, la compagnie Enbridge a endommagé une source d'eau souterraine près de Clearbrook. Le projet prévoyait une tranchée peu profonde, à 3 mètres sous la surface, mais il a fallu creuser 2 fois plus profond, jusqu'à 5,50 mètres, et enfoncer des pieux métalliques encore plus loin. Ça a brisé la barrière naturelle qui retenait l'eau sous pression et cette dernière a jailli. Toute cette eau, 90 000 m3, s'est retrouvée en surface. On l'a pompée, filtrée et drainée vers des zones humides voisines. Mais les dégâts étaient faits. Des zones humides calcaires uniques qui dépendent de l'eau minérale remontant par capillarité ont été perturbées pour longtemps. À l'époque, le département des ressources naturelles du Minnesota a infligé une amende de 2,8 millions d'euros à l'entreprise, mais réparer la nature s'est avéré bien plus difficile que de payer une amende. Bonne nouvelle, à Gaza, la construction s'est faite sans incident. Pourtant, si une extension s'avère nécessaire, le risque demeurera présent. Une telle interférence avec le sol passe rarement inaperçue. Bien entendu, quand des gens luttent pour survivre et n'ont rien à boire, le souci des écosystèmes souterrains est la dernière chose qui leur vient à l'esprit. Difficile de leur en vouloir. Vous me devez un like. À plus.